Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence qui est réalisée par Home Transition et qui est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. On va parler nutrition et plus particulièrement, Laure va nous parler du goût et de l'analyse alimentaire. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, pour régler les problèmes techniques et il y en a beaucoup en ce moment, en ce début de saison. Et puis je suis également là pour répondre à vos questions que vous pouvez poser en direct dans le petit onglet, conversation. Je vous mets un petit message, ça se passe ici. Et puis, si vous nous regardez en replay, ben, je vous invite à vous connecter, à vous inscrire, à nous rejoindre en direct sur nos prochaines visioconférences. Ça se passe sur go.movadom.com/visio, ce qui vous permettra, à la fois de poser vos questions en direct, mais surtout de participer à la fin de l'enregistrement, donc ça, vous ne le voyez pas en replay sur YouTube, à un échange avec, nos différents intervenants. Laure, je te laisse contrôler les diapositives en cliquant sur le petit bouton contrôler Ah, en haut à parfait. gauche et puis te présenter et dérouler Alors excuse-moi, le en haut à gauche, ou contrôler. ou en haut au milieu peut-être. Voilà, c'est Ça bon, y est, c'est parfait, parti. impeccable, Voilà. impeccable. Donc bonjour à tous, je suis Laure, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous goûtons, de ce que nous sentons. Comme disait Pascal, l'idée c'est d'avoir quelques petits, éléments gustatifs, à portée de main pour que nous puissions faire des tests, en vrai et voir, ce que justement pouvoir concrétiser ce dont je vous parle et mettre en pratique. Donc là, si Donc vous que nous goût regardez en replay, je vous invite à mettre pause et puis à aller chercher, Il fallait aller les chercher donc, petits 1 ou éléments. 2 petits carrés de chocolat, un peu de citron et puis quelques raisins secs. Voilà, à tout de suite. Donc que goûtons-nous? Eh bien, en fait, c'est nos 5 sens qui sont en action. C'est-à-dire qu'on ne goûte pas ou on ne sent pas de façon unique. C'est parce que nous goûtons que nous allons sentir et c'est parce que nous sentons que nous goûtons. La perception est assez vaste et on a vraiment tous nos sens qui vont nous permettre d'apprécier ou pas ce que l'on mange, de dire: «J'aime» ou «J'aime pas». De plus, c'est parce que nous avons nos sens en action que l'on fait des associations tête-goût. Des fois, on n'aime pas parce que c'est relatif à un mauvais souvenir ou des fois, on va aimer parce que justement, c'est un bon souvenir. La Madeleine de Proust, par exemple, le gâteau de votre grand-mère et si ce gâteau, est préparé par quelqu'un d'autre ou dans un autre contexte, eh bien, sa saveur, son goût ne sera pas tout à fait le même et c'est vraiment parce que tous nos sens sont en action et nous permettent d'évaluer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et le pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas. Parce que, par exemple, dire qu'on n'aime pas les carottes, c'est dans sa globalité. Est-ce que ce sont les carottes râpées? Est-ce que ce sont les carottes cuites? Est-ce que ce sont les carottes Vichy? Est-ce que c'est la purée que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est les carottes au curry? Enfin voilà, tout ça fait que vous aimez ou vous n'aimez pas quelque chose en particulier et pas quelque chose de vaste. Donc voilà et par exemple, tout ce qui va être certains choux qui sentent très fort à la cuisson, beh, finalement, des fois, c'est ce qui fait qu'on va pas aimer, c'est parce que l'odeur est déjà trop prononcée pour nous, alors que peut-être qu'en bouche, beh, ça sera peut-être insignifiant pour vous, alors que pour d'autres, ça continuera d'être trop important. Si, on va faire différents petits tests, aujourd'hui ensemble pour voir justement comment vous ressentez les goûts, les dégoûts, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et comprendre comment marchent justement nos sens. Le premier test, alors va falloir me croire sur parole, mais je peux vous assurer que c'est quelque chose de très sympathique à réaliser, par exemple à un apéritif ou, si vous avez des petits enfants. Vous prenez un jus de fruits classique, alors ça peut être par exemple multivitaminé, ça peut être orange et vous servez un petit un petit fond de verre de jus de fruits, alors jus d'orange, jus d'ananas, enfin voilà, mais plutôt une couleur classique. Et donc là, vous allez demander, beh, qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous fait penser? Bon, en gros, vous imaginez bien qu'on est tous capables de dire, jus d'ananas, jus de pamplemousse, jus d'orange, enfin voilà. Par contre, si vous mettez un peu de colorant alimentaire et que vous faites le même jus, mais cette fois, vous le servez avec le colorant alimentaire, c'est-à-dire qu'il va avoir une couleur, soit un orange beaucoup plus foncé qui va vers le rouge, soit si le jus était jaune au démarrage, vers une couleur plutôt orangée foncé eh bien, vous allez voir qu'en fait, vos, convives vont chercher dans leur mémoire un fruit
ou un aspect gustatif en relation plutôt avec la couleur qui leur est servie et pas forcément avec ce qu'ils ressentent en bouche. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a une connexion tête-goût qui fait qu'en fait, on a un panel de connaissances et donc on essaye toujours de remettre un goût par rapport à ce que l'on connaît, par rapport à quelque chose qui nous est familier. La preuve, d'ici quelques semaines, ce sera le Beaujolais nouveau et quand vous testez le Beaujolais nouveau, on va vous dire: «Ça sent la banane, ça sent la cerise», enfin voilà et donc on fait référence pour goûter à des choses qui nous sont connues, qui nous sont perceptibles et qui nous parlent à la majorité d'entre nous. Une cerise, c'est un goût de cerise. Une banane, c'est un goût de banane, voilà. Alors que certains aliments, la papaye, la pastèque, le voilà, c'est des goûts, soit on n'a pas l'habitude de les consommer très régulièrement, soit qui n'ont pas un goût suffisamment prononcé pour qu'on ait un souvenir marquant de ce que c'est. La pastèque, quand vous l'avez en bouche, vous dites: «Oui, c'est la pastèque». Le visuel vous fait dire que c'est de la pastèque, mais le gustatif du pastèque n'est pas aussi spécifique, par exemple, que le melon. Voilà. Donc c'est pour ça quand on goûte quelque chose, quand on intègre un aliment, eh bien, si on ne le connaît pas, on va le goûter de façon très spontanée, mais on va faire appel à nos souvenirs à la fois gustatifs et intellectuels pour le remettre sur quelque chose que l'on connaît. On va essayer de chercher une référence par rapport à notre dictionnaire des goûts, des couleurs, des sensations, afin de faire un rapprochement par rapport à ce que nous connaissons déjà. En fait, c'est rassurant, c'est pour ça. Donc faites ce petit test pour savoir si, les gens vont se focaliser plutôt sur la couleur, sur l'aspect ou sur vraiment ce qu'ils ont en bouche. Sachant que nous avons tous une perception qui peut être plus ou moins prononcée. On a une sensibilité aux odeurs et aux goûts qui nous est toute personnelle. Le Covid nous a permis de nous rendre compte de ça, c'est-à-dire que c'est parce que vous avez perdu le goût et l'odorat que tout d'un coup vous vous dites: «Ah mais ça n'a pas de goût, ça ne sent rien», alors que jusqu'alors vous ne vous étiez pas forcément posé la question. Et c'est ce qui a mis en évidence que certaines personnes vont avoir une sensibilité plus ou moins accrue. Alors à l'odeur, on le savait, hein, vous avez des gens qui vont être très vite dégoûtés alors que vous, ça ne va pas forcément, vous interpeller ou pas au point d'en être malade ou que ça tourne vraiment à l'extrêmement désagréable. Et puis, vous avez, d'autres personnes qui n'ont pas de sensibilité particulière au goût. D'ailleurs, l'association pour, les patients qui ont un problème de goût et d'odeur se bat aussi pour que ce test soit réalisé chez les bébés au même titre que l'audition. Puisque ça explique aussi que certaines patientes ou certains amis vont vous dire: «Ah ben moi, manger, c'est vraiment parce que c'est l'heure, mais j'ai pas de sensation de faim, j'ai pas de réel besoin». Tout simplement parce que peut-être qu'ils n'ont pas une sensibilité d'un point de vue gustatif ou d'un point de vue olfactif en règle générale, qui fait qu'ils ont un plaisir à se mettre à table. Et d'autres, on voit bien que ça rythme leur journée et alors je pense surtout aux ados, par exemple, qui vous n'avez pas fini le repas, qui vous demandent déjà ce que vous allez manger au repas suivant. Donc là, il y a un réel intérêt pour, le repas, le gustatif et qui pourraient manger des pâtes à longueur d'année, ça ne les leur poserait pas de problème non plus. Voilà. Donc on n'est pas tous égaux à ce niveau-là et donc ce qui est intéressant aussi par rapport au test que nous allons faire, aujourd'hui, c'est apprendre à se connaître, ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Des fois, on aime quelque chose parce qu'on en a toujours mangé, on ne s'est pas posé la question. Donc lorsqu'on goûte un aliment, est-ce qu'on perçoit tous ce goût de la même manière? Eh bien non, puisque finalement, ce goût va être, associé à une odeur et va être associé à des interférences au niveau nez-bouche pour pouvoir comprendre au niveau olfactif. Nous avons un certain nombre de terminaisons nerveuses qui vont nous permettre de savoir si nous aimons ou si nous aimons pas et je me répète, notre souvenir gustatif va aussi, je dirais, interférer dans la perception que nous avons. Soit pour nous aider à aimer quelque chose parce que ça va nous rappeler quelque chose, une situation, soit parce que, beh, on a fait une association comme quoi cet aliment-là, avec cette expérience-là, c'était pas bon. D'ailleurs, c'est ce qui fait que vous avez du mal, par exemple, pour certains crustacés. Je pense aux huîtres. Si vous avez mangé une fois une huître qui était vraiment pas bonne, en règle générale, vous y êtes pas retourné parce que vous avez fait une association et heureusement, quelque part, puisque ça vous évite de manger des choses qui ne sont pas, bonnes pour votre santé et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le lien. Si jamais vous avez un yaourt qui est périmé, même s'il n'a pas de cheveux et s'il n'est pas vert, eh bien, vous allez savoir qu'effectivement, il y a un problème.
c'est aussi une perception qui est intéressante pour pouvoir nous sauver de certaines pathologies ou certains effets, secondaires d'une alimentation avariée ou d'une alimentation qui a eu une rupture dans la chaîne du froid. Donc ce qui est sûr, c'est que nous avons différents olfacteurs, olfaction, dégustation, nous avons différentes perceptions et différentes appréciations en fonction de nos individus, en fonction aussi de notre culture. Vous avez des gens qui ont l'habitude de manger extrêmement épicé, eh bien, tout va leur paraître très fade sur, par exemple, moi je suis en Normandie, sur la cuisine normande. Et puis d'autres, eh bien, inversement, ne sont pas habitués à manger trop épicé ou trop pimenté et donc vont être, gênés de ça. Je donne un exemple, quand je travaillais au sein d'une paternité, eh bien, nous avions eu un bébé, qui a refusé l'allaitement de sa maman. La maman était d'origine indienne et donc en fait, elle était habituée à manger très épicé et quand elle est arrivée à la maternité, beh, forcément le plateau repas de la maternité était beaucoup moins, coloré et savoureux en termes d'épices et donc le bébé ne prenait pas le sein. Et donc, au bout de 2 jours, on a commencé à s'inquiéter quand même parce que, c'était pas normal et on voyait bien que c'était pas un problème de succion, c'est qu'il n'acceptait pas le sein et en fait, on a demandé à la famille de ramener des plateaux, des repas faits par, je dirais les grands-mères, les mamans, enfin voilà et donc là, le bébé, c'est au bout du premier repas, s'est remis à prendre le sein correctement et à téter normalement. Et donc forcément, le lait maternel n'est pas neutre et donc permet de faire passer beaucoup de saveurs, beaucoup de minéraux, voilà, il est très nourrissant, mais aussi il est nourrissant gustativement et donc certainement que, ce bébé avait déjà eu, quelques effluves, d'épices et donc était plutôt habitué à ça qu'habitué à quelque chose d'extrêmement basique et neutre. Donc nos différentes perceptions, elles peuvent être innées dès la naissance, comme elles peuvent être acquises aussi, parce qu'on va apprendre à apprécier certains aliments ou à déprécier certains aliments. Par exemple, je pense à l'huître, parce qu'on a eu une expérience malheureuse. Donc, tout au long de notre vie, on voit bien que nos goûts et nos dégoûts changent, que nos envies changent aussi et que nos perceptions aux aliments vont évoluer également, que ce soit en matière de palatabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est croquant, piquant, est-ce que c'est mou, mais aussi en matière de température. Vous avez des gens qui vont aimer manger de plus en plus chaud ou de plus en plus froid. Enfin voilà, donc tout ça fait aussi que de vous à moi, eh bien, il n'y aura pas un mangeur, il y a des mangeurs avec, je dirais, des priorités gustatives et de senteurs et de sens qui font qu'on va percevoir les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Ce qui joue également, si vous devez remarquer cette coupe, sagitale de la tête et du cou, c'est que finalement, nous n'avons pas un récepteur, nous avons des récepteurs aux différents endroits. C'est-à-dire que notre nez sert à avoir l'odorat, la langue sert aussi à avoir la perception par des récepteurs spécifiques à la langue. C'est ce qui fait aussi que vous allez voir que c'est chaud ou froid et que vous n'allez pas prendre quelque chose si vous risquez de vous brûler. Ça va être aussi en bouche, en interne, nous avons d'autres récepteurs qui vont nous donner d'autres informations et ce qu'on appelle l'arrière-gorge, l'arrière-bouche, va nous donner encore certaines autres informations. C'est ce qui fait que pour certains aliments, finalement, c'est plutôt par la mastication que nous allons découvrir des saveurs, alors que pour d'autres aliments, c'est vraiment la prise en bouche qui va déclencher quelque chose. Et donc, quand on mange quelque chose, il n'y a pas un facteur déclenchant, il y a des facteurs qui vont jouer à savoir si j'aime ou si j'aime pas, et dans quel but j'aime ou j'aime pas par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai envie de découvrir ou pas. Et par rapport aussi à ma connaissance alimentaire. Les gens qui ont l'habitude de voyager ont un panel de récepteurs et de conscience, de souvenirs gustatifs qui vont leur permettre de faire des rappels et de faire des liens. Si vous avez toujours mangé coquillettes de jambon, effectivement, vos récepteurs ne sont pas sollicités et donc vous n'avez pas un panel de références qui va vous permettre effectivement d'apprécier ou pas. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour valoriser ses récepteurs, en tout cas. On dit qu'en vieillissant, on perd le goût et l'odorat. C'est un peu vrai puisque nos récepteurs, vieillissent comme tout le reste, de notre organisme. Par contre, j'aurais tendance aussi à dire que c'est parce qu'on est des fois moins
motivés à les utiliser, ou alors parce que les goûts changent et c'est ce qui fait qu'on va être un petit peu plus, délicat, on va dire, par rapport à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et qu'on fait souvent référence, passé un certain âge, à un «c'était mieux avant». Et en fait, le «c'était mieux avant» ou «c'était meilleur avant», c'est plutôt référence à un souvenir et donc finalement ce souvenir peut être également enjolivé. Donc ne restons pas sur nos acquis, essayons aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs d'un point de vue auditif, gustatif et puis au niveau de cette sensibilité, cette répercussion au niveau des différents nerfs et des différentes connexions qui peuvent se lier entre notre bouche, notre nez et notre arrière-gorge. Nos papilles gustatifs. Nous n'avons pas une, mais plein de papilles gustatives et nous allons voir comment ça marche. Donc, ce deuxième test que vous pouvez faire en vrai, je compte sur vous, c'est prendre un carré de chocolat. Ce carré de chocolat, ça, moi j'en ai un également, vous allez pouvoir, tu en as un Pascal? Ah, j'en ai pris 3, moi, j'étais pas sûr. Ah, le gourmand. Et donc, en fait, vous allez couper en deux soit le carré de chocolat que vous avez, soit vous allez en avoir 2, voire 3 comme Pascal. Et donc là, en fait, ce que je vous propose, c'est de prendre une partie, un des morceaux, et là, vous allez le croquer. Vous allez prendre le temps de le croquer tranquillement et vous allez essayer de percevoir ce qu'il vous fait. Vous verrez, alors vous pouvez le faire sur du chocolat noir, du chocolat au lait, et vous allez voir qu'en fonction du type de chocolat que vous avez, eh bien, vous allez avoir une perception qui peut être différente. Par exemple, si vous avez un chocolat au lait, dans un premier temps, le lait va d'abord se mettre en bouche pour qu'ensuite le cacao arrive. Si vous avez un chocolat qui va être par exemple du 92 ou 98 de matière grasse, de chocolat, en tout cas de fèves de cacao, puisque c'est du gras, eh bien vous allez voir que c'est d'abord l'amertume qui va se mettre en bouche et ensuite, plutôt en arrière-bouche, la facteur cacao. Donc je vous laisse faire ce petit test et Moi, donc c'est un vous chocolat voyez 70 et je le sens bien. voilà. Et tu vois bien, Pascal, que Mmh. finalement, ce que tu perçois au démarrage, c'est plutôt une certaine amertume. Et ensuite, plus tu le voilà. Ce qui fait que les gens qui aiment les chocolats au-delà de 75, 80, 90, 92 de cacao, souvent, ce sont des personnes qui aiment le chocolat parce qu'ils vont le laisser fondre ou qu'ils vont le manger très doucement pour justement pouvoir apprécier ce qui s'en dégage. Les gens qui aiment le chocolat aux noisettes, eh bien, c'est le côté très croquant de la noisette qu'ils vont apprécier et donc qui va les faire saliver et qui fait que finalement le cacao va se développer beaucoup plus vite que peut-être cette facteur gras ou sensibilité par rapport à du chocolat au lait ou du chocolat, blanc, par exemple. Et vous verrez que le chocolat blanc fond beaucoup plus vite que le chocolat au lait et encore moins vite que le chocolat noir. Voilà. Et si vous refaites cette même expérience, mais vous reprenez un morceau de chocolat et là, vous allez vous pincer le nez et donc vous allez vous rendre compte de ce qui se passe quand vous avez le nez pincé. Vous en faites pas, on n'a pas les vidéos d'allumées, vous risquez pas d'avoir l'air complètement stupide, tout va bien. Heu et là, on voit bien que finalement, on ne perçoit pas grand-chose. Est-ce que tu perçois quelque chose, Ça Pascal? a pas du tout le même goût. Et donc ça joue sur quoi? Bah, sur le goût. Ça, c'est qu'il y a plus de goût. Quand on est Donc enrhumé, ça veut effectivement, bien on sent plus. exactement. Les gens qui fument beaucoup vont avoir moins aussi cette perception du goût. C'est comme ça que vous comprenez que finalement, le goût et l'odorat sont intimement liés. Si vous n'avez plus l'odorat, le goût n'est plus là. Donc nos récepteurs marchent en commun. C'est ce qui fait aussi que les enfants, quand ils aiment pas, quand ils sont petits, ils ont tendance à se boucher le nez pour pouvoir dire: «Beh, ça va mieux passer». Alors nous, on se dit: «Bah, quand même, c'est gros, c'est» voilà, on l'a tous fait d'ailleurs et on se dit: «Arrête tes bêtises, arrête» mais ils ont raison, effectivement, ça nous casse le goût, c'est ce qui fait que finalement on n'a plus de perception et donc on pourrait manger tout et n'importe quoi. Et si vous faites ce test du nez bouché entre du chocolat noir et du chocolat au lait, ce qui va rester, c'est juste le côté finalement plus ou moins pâteux ou plus ou moins fondant que vous percevrez en bouche. Le reste, vous ne l'aurez pas. Donc c'est vraiment pour ça quand on vous dit que nos sens sont en action, nos sens, c'est la sensation que vous allez avoir sur la langue, sur le chocolat. Est-ce qu'il va fondre? Est-ce qu'il va croquer? Comment vous l'aimez? Et comment votre langue va réagir avec les nerfs qui sont situés sur la langue et qui sont différents entre le début et la fin
de la langue. Qu'est-ce que vous allez sentir? Qu'est-ce que vos nerfs indirectement du nez vont lancer comme information à votre bouche pour qu'il y ait une perception commune et donc une sensation commune? Donc quand on vous dit: «Je ne goûte pas», en fait non, je ne sens pas. Si vous sentez, vous goûtez quelque chose et c'est ce qui fait qu'au moment du covid, c'était tellement perturbant, c'est que finalement, il y avait plus rien et en fait, vous souvent on perdait l'odorat et on ne perdait pas forcément le goût. Mais comme l'un est en relation avec l'autre, c'est perturbant. Moi, ça m'a perturbé le chocolat sans goût, donc j'ai bien fait de prendre un troisième carreau. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de se rendre compte qu'en fonction, de ce que l'on mange, eh bien, on va avoir une perception qui va être tout à fait différente en fonction, bah, déjà du pourcentage de graisse, du pourcentage de gras, du pourcentage de sucre, mais également en fonction si je sens ou si je ne sens pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et là, sur la coupe que je vous montre, vous comprenez que finalement, les facteurs que vous avez, les nerfs olfactifs, les cellules basales de cette nerf olfactif vont jouer sur du sensoriel et donc vont vous permettre d'activer vos récepteurs au niveau buccal, au niveau aussi, comment dirais-je? Heu, des percepteurs de la langue, mais également sur le fait que vous allez avoir une salivation. La salivation est aussi indirectement liée à ce que vous mettez en bouche, à ce que vous percevez. C'est ce qui fait quand vous avez par exemple des aliments très liquides, vous n'allez pas avoir une forte salivation, alors que si vous mettez des aliments très chauds en bouche, vous allez avoir plus de salivation pour que la température se rabaisse et que vous ne soyez pas incommodé et donc vos récepteurs au niveau de la langue ne soient pas endommagés. Donc faites attention à ça. C'est vraiment intéressant et ça, c'est pareil, le faire avec des enfants ou des amis, c'est toujours intéressant de se dire: «Ah ben moi j'adore ça». Vous leur demandez d'apporter, leur sucrerie préférée et ben vous allez voir que la sucrerie préférée, en leur demandant pourquoi ils l'aiment ou pourquoi ils l'aiment pas, qu'est-ce qui fait qu'elle est préférée et s'ils bouchent le nez, qu'est-ce qui ressort? Et ben il ressort quasiment plus rien ou peut-être une perception, mais qui est liée finalement à notre connaissance du produit et pas à ce que l'on teste vraiment. Ensuite, nous allons passer à un troisième test qui va nous permettre de voir quel est le pouvoir sensoriel de notre langue. En fait, notre langue, comme je vous le disais, elle a plein de capteurs, elle a plein de récepteurs et nous allons pouvoir prendre en compte le fait que tous ces récepteurs vont nous donner un maximum d'informations. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de savoir si effectivement l'huître, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, si le produit, il est périmé ou pas périmé. Et donc, finalement, c'est un gage quand même de sécurité. Je vous invite à prendre un raisin sec, et là, vraiment un pour le moment. Pascal, tu pourras manger tout ce que tu veux après, mais un. Et là, vous allez le Je me suis mettre en rincé bouche, la mais bouche quand même, hein. oui, ça peut être une bonne idée et plutôt avec de l'eau classique qu'avec de l'eau ou de l'eau pétillante des fois qui permet d'éliminer pas mal et puis là, vous allez mettre un grain de, merci Pascal, il est bon élève et donc vous allez mettre un grain de raisin en bouche et vous n'allez pas le croquer. Je vous propose de le laisser tourner dans votre bouche et là, vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure que vous le faites tourner, que la salivation va augmenter et vous allez avoir l'impression que votre langue vous permet d'avoir comme un miroir grossissant sur ce fameux grain de raisin. C'est-à-dire que vous allez sentir les petites cavités, vous allez sentir si jamais il y a le petit bout, vous allez sentir, s'il est allongé, s'il est rond, s'il est très sec ou moyennement sec, si et au fur et à mesure, tout ça va vous permettre aussi, grâce à la salivation, d'avoir une perception de la note sucrée du raisin. Alors que vous ne l'avez toujours pas croqué. Pascal, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Bah, moi, j'ai l'impression qu'il a grossi le grain de raisin dans ma bouche. Alors parce que forcément, la salive joue sur le fait Mmh. que ce raisin sec s'humidifie, donc grossit. Mais quand je vous dis qu'effectivement, on a l'impression qu'il est sous globe, effectivement, on a cette sensation que le raisin est quasiment aussi grand que notre bouche, alors qu'en fait, si vous le ressortez de votre bouche, ne le faites pas, eh bien, ça va être il est de la même taille, en fait. Et maintenant, vous allez refaire l'expérience en croquant ce fameux, raisin sec et vous allez voir que là, tout d'un coup, le sucré
va amplifier en direct. Alors que en le faisant tourner dans votre bouche, eh bien, il va pouvoir cette sensation de sucre se développe au fur et à mesure. Tu confirmes, Pascal? Absolument. Donc vous voyez le pouvoir finalement de la perception de notre langue qui va nous permettre d'avoir des informations sur l'infiniment petit par rapport à un aliment. Et quand, par exemple, vous mangez des framboises, vous avez des gens qui vont vous dire: «Moi, les mûres, les framboises, j'aime pas ça parce que je perçois les grains, je perçois quelque chose de rugueux». Pareil, par exemple, pour, une pêche. Les gens vont vous dire: «Ah moi, j'aime pas la pêche parce que, le côté un peu duveteux de la peau me dérange». Et vous avez d'autres personnes qui vont vous dire: «Ah non, mais moi, ça me fait rien du tout». Eh bien, parce que les perceptions de notre langue vont nous donner des informations qui vont être soit considérées comme agréables, soit considérées comme dérangeantes. Voilà. Donc vraiment, ce grain de raisin, heu, nous donne des informations assez intéressantes sur le pouvoir de notre langue, sur la perception des différentes zones sensorielles de notre langue. Et nous voyons là qu'il n'y a pas une zone de réception, il y a différentes zones de perception sur notre langue qui vont nous donner un message gustatif, donc qui vont nous permettre une interprétation par les différents canaux de notre cerveau. Et donc, cette langue, finalement, entre le début de la langue, le bout et l'extrême bout, ce qui est l'arrière-langue dont je vous parlais tout à l'heure, l'arrière-gorge, eh bien, la langue va de nouveau nous donner des informations aussi jusque l'arrière-bouche. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir évaluer, hem, comment est fait les choses. Et c'est ce qui fait que vous aimez ou vous n'aimez pas en fonction de ce que votre langue va vous donner comme information et en fonction aussi de la sensibilité que va avoir votre langue. Je me répète, nous ne sommes pas tous égaux au niveau gustatif et donc au niveau aussi sensation sur la perception que peut nous donner, notre système neurotransmetteur entre ce qu'il perçoit, ce qu'il analyse et ce qu'il nous redonne comme information au niveau cérébral. C'est vraiment très complexe. Voilà. Et là, même si vous vous bouchez le nez pour ce fameux test, eh bien, vous allez voir que là, il y aura pas d'impact puisque c'est finalement le produit en lui-même qu'on essaye de découvrir. Alors Pascal? Tu as pas le côté sucré, on est bien d'accord, ça tu ne le percevras pas. Par contre, tu sens bien les cavités et ce genre de choses de ton raisin. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est plus du tactile. Voilà. Et donc le tactile, c'est aussi ce qui fait que vous aimez ou vous aimez pas. Vous avez des gens qui vont vous dire qu'ils adorent la purée et d'autres vont vous dire: «Ah non, mais moi la purée, la texture, j'aime pas». Comme vous avez certains patients qui ou certains participants, même je suis sûre que là vont vous dire: «Ah bah, alors limite moi le raisin, j'aime pas le raisin sec parce que c'est la texture du raisin sec qui vous pose souci», alors qu'ils vont manger du raisin frais. On n'est pas tous égaux et c'est au fur et à mesure de notre expérience du fait de manger des aliments que nous ne connaissons pas ou trop bien finalement, que notre sensibilité va continuer sur la crête ou va s'arrêter sur une donnée qui nous plaît ou qui nous déplaît et on n'ira pas au-delà. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'on a vu que le côté, la relation nez-bouche est intimement liée et que notre bouche, grâce à la langue, va nous donner un complément d'information sur n'importe quel aliment que nous allons consommer pour nous donner des informations, pour qu'on ait la carte mémoire en fait de l'aliment que nous ingérons. Et grâce à cette carte mémoire, vous allez pouvoir dire dans le temps j'aime ou j'aime pas et sous quel format finalement vous aimez ou vous n'aimez pas. Et quand on parle raisin, eh bien, on parle raisin sec, on peut parler raisin, blanc, raisin, muscat, enfin il n'y a pas une seule sorte de raisin et maintenant vous avez même des raisins sans pépins, donc tout va bien. Ensuite, nous allons tester nos nerfs trigéminaux. Ces nerfs trigéminaux, en fait, ils vont voir que ça fait appel à tout ce que l'on a. C'est-à-dire qu'ils font le lien entre la langue, le nez, le goût et ce qu'on appelle l'arrière-gorge. Et là, on va faire le test avec le citron. Vous pourriez faire également le test avec du gingembre confit, pour ceux qui apprécient. Et d'ailleurs, le gingembre confit a une particularité, c'est qu'on aime ou on n'aime pas le gingembre. C'est comme la coriandre. Et le gingembre confit, certains vont vous dire que c'est un côté très citronné,
D'autres vont vous dire: «C'est du savon», d'autres vont vous dire que ça n'a pas de goût et ça, c'est vraiment lié à ce facteur nerf trijumeau. Donc là, je vais vous demander de mettre quelques gouttes de citron dans votre bouche et de percevoir ce qui arrive en premier, la première chose que vous percevez. Voilà et ensuite, si vous l'avalez, quelle est la dernière chose que vous percevez également? Alors vous pouvez le mettre dans les questions-réponses. Pardon. Oui, allez. Ça pique? Donc pour toi, Pascal, la première chose, c'est que ça pique et ensuite, est-ce que ça continue de piquer ou est-ce que ça arrête de piquer? Non, ça s'arrête. Et ça s'arrête à quel moment? Instantanément ou ça s'arrête quand ça arrive en arrière gorge? Quand on commence à l'avaler, qu'il y a un peu de salive qui se C'est ça, mélange avec le reste. exactement. Et donc ça, typiquement, c'est les facteurs nerfs trigéminal. C'est-à-dire que le début, ça pique, parce que votre langue perçoit qu'il y a une acidité, mais on pourrait avoir la même chose, par exemple, avec le pétillant du Coca-Cola ou de l'eau. Ce que vous percevez au démarrage, c'est le pétillant. C'est les nerfs qui jouent ça. Et ensuite, vous allez voir que ça pique. D'office, vous avez un réflexe d'écraser au niveau de la langue et les yeux qui vont peut-être se refermer un petit peu parce que ça fait mal, ça pique. Et ensuite, la salivation intègre pour stopper ou pour limiter ce côté piquant et la langue qui bascule à l'arrière fait que finalement ça s'arrête et c'est ça le nerf trigéminal. C'est-à-dire qu'on a une relation langue, odeur, nez et qui s'arrête par le biais de la langue qui va passer à l'arrière. D'accord? Donc on voit quand même que, c'est intéressant de faire ce test parce que vous allez voir aussi qu'en fonction de nos sensibilités, vous avez des personnes qui vont vous dire: «Ah mais moi je ne suis pas capable de manger une goutte de citron comme ça, j'y arrive pas». Alors que d'autres vont vous dire: «Ah non, c'est un réel plaisir, moi j'aime beaucoup, ça me le côté pétillant, le côté» voilà. C'est ces nerfs-là qui vont nous permettre de valoriser cette, ces sensations de piquant en bouche. Et là, Pascal, si tu fais la même chose, mais que tu te bouches le nez, est-ce que tu perçois encore le côté piquant ou pas? C'est malin, Bah, je viens tu de ne manger le quartier de citron. Je le sens plus. Attends, voilà. faites le test vous aussi en vous bouchant le nez avec Si, ça cette pique goutte de encore, hein. citron. J'ai senti le piquant quand avec le nez bouché. Avec le nez voilà. Donc Ouais. les nerfs trigéminales, finalement, le nerf trigéminal ou les nerfs trigéminales font qu'à un moment ou un autre, parce que vous vous bouchez le nez, il y a quand même cette réceptivité au niveau de la langue, alors que vous ne l'avez pas du tout sur du goût, sur du gustatif. C'est une sécurité. Ah oui, c'est ça. Donc notre organisme est quand même très bien fait. Vous voyez qu'en fonction de ce que vous avez en bouche, on va avoir une perception ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, finalement, plus on avance dans la vie, plus on peut de nouveau retrouver des sensations, des saveurs. Regardez les fumeurs qui vous disent après avoir arrêté de fumer: «Oh, j'ai l'impression de revivre, de ressentir des choses, de regoûter, de» voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, les nerfs qui étaient un petit peu, endormis peuvent se remettre en route. Les gens qui ont eu le covid, même un covid long, on a trouvé des solutions pour pouvoir les rééduquer à retrouver des saveurs, à faire appel aussi à leurs souvenirs pour pouvoir rééduquer leur palais, leur goût, les nerfs qui vont restimuler cette sensation et ces besoins de saveurs, de gustatif. Donc il y a rien de alors si, il y a quelques cas où malheureusement ça ne revient pas, mais avec une certaine rééducation, on peut aussi revaloriser nos sensibilités. Donc c'est ce qui nous permet ce qu'on a vu, donc les nerfs trigéminales, le nerf trigéminal, la bouche, la langue, le nez, les odeurs, les nerfs olfactifs, les nerfs gustatifs, les perceptions que nous avons sur notre langue et les perceptions que nous avons en arrière-gorge, et bien finalement de savoir si ce que nous aimons, ce que nous mangeons, nous l'aimons ou nous ne l'aimons pas. Et à ça va s'ajouter finalement notre, côté, souvenir qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on en est de cette perception? Et donc de savoir si j'aime pas et comment je l'aime ou comment je ne l'aime pas. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le contexte dans lequel nous mangeons
peut aider à savoir si on aime ou si on n'aime pas. Je prends un exemple. Au niveau du visuel, pour que nos 5 sens soient bien présents, si vous mangez du poisson blanc avec du riz et du chou-fleur, à un moment donné, oui, il va y avoir des saveurs, mais le visuel n'est pas là, ça donne pas pour peu qu'en plus l'assiette soit blanche et la table soit blanche, eh bien, il y a pas de visuel. Il y a rien qui vous interpelle. Donc en gros, ça donne pas envie de manger, de faire un effort sur un souvenir, sur une stimulation particulière. Alors que si vous faites une dinde de saumon avec du riz, complet ou du riz pilaf, une petite sauce au beurre et puis à côté, je sais pas moi, des courgettes par exemple, puisque c'est d'actualité, eh bien vous allez voir que visuellement votre assiette, elle donne envie d'être mangée. Pour peu qu'elle soit cuisinée avec quelques épices, eh bien l'odeur fait que vous allez déjà avoir envie de vous mettre à table. C'est toute la problématique de certaines cantines où on ne fait que réchauffer, ce qui fait qu'on n'a pas le côté, cuisine mijotée qui peut donner envie. Des fois, quand vous arrivez dans un restaurant, quand vous arrivez chez des amis ou dans de la famille et que vous ouvrez la porte et que ça sent quelque chose, ça sent bon, normalement, eh bien, ça met déjà en appétit, ça vous fait saliver et là, vous cherchez à savoir par rapport à vos souvenirs ce que ça vous interpelle, qu'est-ce que vous allez manger, vous essayez de deviner. Donc l'odeur va nous mettre en action, le visuel va nous mettre en action. Si vous mangez, votre tranche de jambon dans la barquette en cellophane, ça ne fait pas le même effet que si, votre tranche de jambon est roulée avec un petit persil et un petit cornichon. Le visuel prend le dessus et c'est ce qui fait aussi que, chez certains patients pathologiques, alors je pense Alzheimer, le fait de manger avec les doigts permet finalement de réaugmenter l'envie de manger, la valeur repas. Parce que le fait de toucher, le fait va déjà accentuer un sens supplémentaire, alors qu'avec les couverts et les couverts ou les baguettes, puisque ça peut être aussi une façon de manger plus doucement, eh bien, ils ne vont pas le percevoir parce qu'ils ne sont pas en direct avec l'aliment. D'ailleurs, vous voyez bien pourquoi les enfants adorent les McDo, adorent les pique-niques, c'est parce qu'on mange avec les mains et donc il y a un sens supplémentaire qui se met en action. Donc ça, c'est vraiment important. Donc quand les gens pour se permettent d'évaluer, enfin pour dire: «J'aime» ou «J'aime pas» et pour se permettre d'avoir un goût qui nous est propre, il faut pouvoir faire appel à notre historique, il faut pouvoir faire appel à nos sensations, ce que ça représente pour moi, quelle sensation se met en bouche. Ça fait appel aussi à notre visuel et puis à l'auditif. Quand vous cuisinez, si vous coupez des carottes, le clac, clac, clac du couteau vous donne déjà une information. Si, vous faites cuire des pâtes à un moment donné et que l'eau, bout et que l'eau sort de la casserole, vous allez l'entendre avant de le voir et pourtant vous le savez. Donc toutes ces perceptions vont vous permettre aussi de vous donner de l'information sur j'aime, j'aime pas, pourquoi je mange et qu'est-ce que je mange. Voilà et on mange toujours différemment quand on est en compagnie que tout seul. Souvent tout seul, soit on mange très vite, soit on mange par facilité, soit on cuisine, mais c'est difficile de cuisiner pour tout seul et donc tout ça va jouer aussi sur le fait qu'on a envie ou pas de se mettre à table, de cuisiner des choses nouvelles, de découvrir des nouvelles saveurs. Mince, excusez-moi, il y a un truc qui s'est mis en place. Là, pour terminer, nous allons tester, justement toutes ces saveurs-là. Savoir, si on devait faire un test, hem, un petit clin d'œil sur tout ce que l'on vit et tout ce que l'on perçoit au niveau de nos 5 sens, je vous propose de tester alors vous ne l'avez pas forcément ou peut-être pas, si vous en avez dans vos placards, c'est le moment d'aller chercher, les michocos. Les michocos, déjà parce que ça, c'est typique, d'un aliment plaisir d'une certaine génération. C'est typique aussi d'une publicité qui a bien fait, heu, son boulot et donc on a un souvenir de la publicité qui allait avec le michoco et puis vous allez voir que c'est un aliment qui permet en fonction de s'il est sucé ou s'il est croqué, eh bien, c'est un aliment qui ne vous donne pas du tout la même perception. Donc le michoco, c'est vraiment l'aliment plaisir à double saveur. Donc si vous prenez un michoco, alors déjà, faut soit vous en prenez 2, soit vous en prenez qu'1, mais il faut le couper en 2. Et là, c'est déjà plus compliqué, attention aux appareillages. Et là, vous refaites le test de tout à l'heure avec le carré de chocolat.
C'est-à-dire que vous allez dans un premier temps, une partie du michoco, alors si vous n'en avez pas là, vous le ferez, en faisant les prochaines courses, vous allez penser à moi et aux petites, touches sucrées qui va rester, dans le placard et que vous pourrez vous délecter pendant quelques semaines, voire quelques jours si vous êtes très gourmand. Et donc en fait, vous ferez le même test. C'est-à-dire que le premier test, c'est, je croque le michoco ou la partie du michoco et là, j'analyse ce qui ressort en premier. Est-ce que c'est le chocolat? Est-ce que c'est le caramel? Et bien souvent, c'est d'abord le caramel qui a un côté fondant et ensuite le chocolat. Et puis dans un deuxième temps, vous faites le test, mais de savoir avec le fait de le laisser fondre en bouche. Et là, vous allez voir que finalement, le michoco, c'est que des étapes. C'est comme un oignon. Vous avez d'abord le chocolat, puis le caramel un peu dur, puis le caramel qui va devenir fondant et coulant. Il faut être vraiment très patient pour arriver jusqu'au coulant. Mais vous allez vraiment vous rendre compte que pour un aliment, vous avez 2 sensations. C'est pour ça, je pense, que le michoco ou le carré de chocolat ne se mange jamais que par un carré ou par un michoco. C'est pour que nous puissions avoir d'office les 2 saveurs. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc faites ce test-là de savoir si, vous en avez dans la maison ou si vous voulez en acheter. Effectivement, ce double test et là, c'est vraiment bluffant sur toutes les sensations que vous pouvez avoir et souvent, ça va vous rappeler des souvenirs de quand on était enfant ou jeune adulte ou gamin, de savoir, quand on mangeait le michoco et le papier est quand même caractéristique. Si je vous demande tous autour que des vidéos que nous sommes et des participants, quel est votre meilleur souvenir de bonbons de sucreries, heu et le pourquoi? Eh bien, vous allez voir que souvent, le premier rapport, c'est un souvenir qui est un souvenir, familial ou de situation et pas un souvenir, gustatif ou olfactif. Moi, je vous donne un exemple, les crémas aux réglisse, heu, le papier était blanc et vous aviez du marron et du orange. Eh bien, ça, pour moi, c'est le souvenir par excellence. C'était dans une boîte et je pourrais vous dessiner la boîte chez mes grands-parents sur le buffet et on avait le droit d'en manger, d'aller chercher un bonbon, il y avait que ça et quand on le retirait, ma grand-mère restait avec nous pour être sûre qu'on le suce et qu'on ne le croque pas pour pas de s'étouffer. Voilà, c'est voilà et c'est lié à ça. Et on les trouve pas très souvent, mais quand on les trouve, souvent, je prends un paquet juste pour le petit plaisir, du gustatif. Et toi, La Pascal, petite si tu avais Madeleine un de souvenir Proust. d'enfance, ce serait quoi? Alors moi, c'était chez mes grands-parents aussi, c'était la boîte de Delacre. Ah oui, parfait. On regardait les films, les westerns les mardis soirs, on avait droit à un gâteau et mon grand-père avec mes 2 cousins, on prenait un gâteau et mon grand-père mangeait le reste de l'étage de gâteau. Lui, Voilà. c'était la Et tu démultiplication de toutes les choisissais saveurs. lequel? Et toi, tu choisissais lequel Je de me rappelle gâteau? pas, je changeais régulièrement, je les aimais tous. Je peux dire qu'ils sont tous très bons. Donc voilà, vous voyez, il y a des moments comme ça où, il y a des souvenirs qui sont plutôt liés à une situation qui a un côté gustatif à proprement parler et je pense que le gustatif est bon parce que le souvenir est bon. Comme vous avez d'autres souvenirs ou par exemple, moi, je ne peux toujours pas manger de lentilles parce qu'une fois à la cantine, j'ai trouvé un mégot dans mes lentilles. Oh! Mais parce qu'à l'époque, on avait le droit de fumer dans les lieux publics et depuis, c'est physique, je n'y arrive pas. Alors que limite, la probabilité que je retombe sur un mégot maintenant, enfin, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Donc C'est comme quoi vraiment que c'est mal nettoyé. oui et c'est pas possible. Enfin, avec l'hygiène alimentaire qu'on connaît, enfin voilà, la sécurité Non, non. alimentaire, ça ne serait pas possible. Mais voilà, comme quoi on a tous vraiment un lien affectif avec certains aliments, avec certaines perceptions que nous en avons, qui sont liées pas seulement au j'aime pas, mais parce qu'il y a nos 5 sens qui rentrent en jeu et nos souvenirs aussi qui se rattachent. Quand vous êtes dans le sud de la France en vacances et que vous mangez des petites olives ou des petites tapenades, c'est tout avec un verre de rosé, c'est toujours merveilleux. Eh bien, je suis désolée, est-ce que vous remontez, du marché, de la Méditerranée et que vous mangez en Normandie, alors pour ma part sous la pluie, ça fait pas le même effet, hein. Il y a un Ah non. truc, voilà et Bah, pourtant le produit n'a pas changé. faudrait Mais que tu le contexte essayes fait les lentilles, les yeux bandés les et le nez bandés dans le bouché sud peut-être. de la France avec la cigale et le nez bouché, voilà voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, comment savourer ce que nous consommons? Eh bien, il faut déjà faire attention à différents facteurs.
On vous dit qu'il faut manger tranquillement. Plus vous mangez tranquillement, plus vous mastiquez, plus la sensation de rassasiement, c'est-à-dire la sensation où vous n'avez pas faim, est longue. Et indirectement, plus vous allez gérer les quantités appropriées par rapport à vos réels besoins. 20 minutes minimum par repas, c'est assez long. En fait, le repas, c'est 20 minutes, ce qui fait que si vous mangez en 10, il vous reste 10 minutes où soit vous retournez manger quelque chose, soit votre organisme reste sur sa faim et donc il compensera au repas suivant. Et vous remarquerez aussi que des fois, vous mangez tellement vite, nous mangeons tellement vite, qu'on n'a plus faim parce que alors que 5 à 10 minutes après, de nouveau, on va avoir la sensation d'avoir faim parce que ça y est, ça a vidangé un petit peu. Donc, mettez le minuteur pour savoir combien de temps spontanément vous mettez pour mastiquer par repas et essayez d'augmenter pour arriver entre 15-20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment très long, mastication, mais vraiment pour voir de combien vous avez faim réellement, de combien vous mangez. De même qu'une vraie pause s'impose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous mangez, dans votre voiture en vous dépêchant, vous mangez pour manger, vous ne vous posez pas vraiment la question de savoir si vous aimez, quelle saveur ça a et voilà. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de pouvoir se poser quand on le peut, dans un contexte plutôt serein et à table ou sur ses genoux, mais dans une position qui nous permet quand même d'apprécier un vrai repas. Si envie particulière, eh bien, il faut en jouer. Si vous avez envie de mi-choco, eh bien, il vaut mieux un mi-choco de temps en temps, plutôt que de se dire: «Non, j'ai pas le droit» et le jour où vous achetez le paquet, vous finissez le paquet dans la voiture, vous n'êtes pas encore rentré à la maison. Et auquel cas là, vous allez culpabiliser et donc ce sera perdant-perdant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas eu l'impression gustativement de vous faire plaisir, vous allez être frustré, vous allez vous dire que vous n'avez pas bien fait, donc culpabiliser, donc c'est pas la peine. Et c'est là aussi où des fois, quand on a envie de manger quelque chose, ils mettent un peu les formes. Alors je vous dis pas de sortir le plateau, la petite rose, voilà, mais ils mettent les formes pour vraiment avoir un temps adapté, c'est important. Par exemple, vous voyez, je donne toujours des exemples très personnels, mais moi ce que j'aimais bien quand j'étais petite, c'est quand on allait au salon de thé avec ma mamie et si jamais on n'avait pas terminé la pâtisserie, parce que souvent il y a tout un décorum, il faut manger avec les couverts, on ne mange pas à la main, enfin voilà, eh bien la dame nous emballait la pâtisserie sous forme d'un petit chapiteau, vous voyez, qu'on tient avec la ficelle en l'air. Eh bien, maintenant, quand j'ai envie d'une pâtisserie, je vais toujours dans des boulangeries où je sais que je peux avoir ce même petit cône avec ma petite ficelle et je vais m'installer quelque part pour pouvoir me délecter de ce moment parce que je trouve que ça fait appel à un souvenir qui est assez sympa. Alors que si j'achète éclair en chocolat, je le mange caché derrière la vitrine, eh bien, il n'a pas la même saveur, il n'a pas le même goût. Et en plus, je l'aurais mangé en deux-deux. Enfin, la notion de plaisir est souvent remplacée par la culpabilité. Et puis, écoutez et respectez vos goûts et vos dégoûts, tout en ayant aussi l'envie, je dirais, de goûter des choses que vous ne connaissez pas ou des préparations qui peuvent être différentes de ce que vous avez l'habitude de cuisiner. Ça, c'est important aussi de continuer de goûter, d'essayer de valoriser ce goût. On le fait quand on voyage. Quand on voyage, on découvre je dirais, les alcools locaux, la cuisine locale, les saveurs. Eh bien, il faut aussi en jouer de ça. Et ça, c'est important aussi au quotidien. Et le «c'était meilleur avant», eh bien, pas forcément, en fait. C'est juste l'idée qu'on s'en fait puisque souvent, un aliment est relatif à un souvenir et donc ce souvenir était forcément bon. Donc quand on vous dit que les tomates étaient meilleures avant, qu'elles étaient plus juteuses, qu'elles avaient plus de goût, plus colorées, peut-être, oui, mais c'est aussi parce qu'elles venaient du jardin de votre grand-père, parce que, Et c'est ça. on voilà et c'est souvent une association de plein de choses qui fait que c'était meilleur avant, oui, certainement, mais parce que c'est l'idée qu'on s'en faisait et que finalement, il y a plein de choses que vous mangez maintenant que vous ne mangiez pas, il y a 30 ans parce que ça n'existait pas, parce que c'était pas dans nos habitudes non plus et ça, c'était pas meilleur avant puisque vous ne l'aviez pas. Mais il faut remettre les choses dans un contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de valoriser le moment présent pour le manger et idéalement, de manger au moment où on a faim. Et ça, c'est compliqué quand on travaille parce que quand on travaille, souvent la pause déjeuner, elle est, programmée. Donc si vous devez manger à midi et que vous n'avez pas faim à midi, vous mangez quand même à midi. Et puis pareil, des fois le soir, bah, si vous êtes en fonction du nombre de convives, en fonction des activités des uns et des autres, on trouve une alternative qui permet quand même d'être tous réunis autour de la table. Et des fois,
on mange alors qu'on n'a plus faim parce que le train de faim est passé, ou on mange en ayant très, très faim parce que justement, ça fait déjà 45 minutes, 1 heure qu'on attend de passer à table. Et donc ça va jouer. Donc ce qu'il faut, c'est essayer autant que possible de valoriser le moment où vous avez faim, où vous avez envie de manger et essayer de manger ce qui vous fait envie. Des fois, quand on me dit: «Ah ben moi je fais les courses à la semaine ou à 15 jours», c'est chouette, oui, parce que c'est le côté un peu corvée qui est passé. Mais par contre, le fait de faire les courses plus régulièrement, beh, vous écoutez vos envies, vous écoutez ce qu'il y a sur les étals, ce qui vous ferait envie de manger par rapport à ce que vous avez sous les yeux. Et ça peut être aussi important. Et puis jouer de la curiosité gustative pour justement continuer de savoir si vous aimez pas, ce que vous aimez ou pas, dans quelles conditions, et puis tester des nouvelles saveurs. On a une cuisine du monde qui est très, très riche et ça vaut le coup aussi de pouvoir, en discuter et la tester. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup Laure. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction afin que l'on puisse faire un retour à nos financeurs. Vous avez également alors il faut que je reprenne le contrôle, voilà, hop, voilà, le diapo est passé. Je vous invite également, vous avez un petit champ libre dans ce questionnaire, vous pouvez, mettre des commentaires, mettre des questions, nous donner des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde, au cours de l'année ou, dans nos prochaines visioconférences. Je vous mets ensuite la petite diapositive qui regroupe tous les projets de Gwendoline Cotrez et de Movadom. Donc vous avez le livre audio et les podcasts qui sont téléchargeables gratuitement sur le site movadom.com, qui vous donne des petites astuces et des explications sur le déménagement des seniors. Et puis la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver cette visioconférence dans l'après-midi, pardon, en replay. Et puis pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est go.movadom.com/visio. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com et puis après les remerciements, j'arrêterai l'enregistrement et on pourra, ouvrir les micros et les caméras et vous pourrez vous poser vos questions alors sur, ce qu'on vient d'écouter. Donc je remercie encore la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA et merci beaucoup Laure pour cette dégustation. Avec grand plaisir. Moi aussi, je vais pouvoir manger, mon raisin et mon carré de choc.